Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde, cette deuxième table ronde qui se tient sur l'espace Working Wine de ce deuxième salon Vinéquipe. L'idée de cette table ronde, c'est de réunir des étudiants qui sont des futurs salariés et des employeurs qui sont recruteurs pour échanger autour des valeurs qui peuvent s'opposer ou se retrouver entre recruteurs et futurs salariés. Donc cet atelier est co-animé par Anne-Sophie Claire, Apecita, région Bourgogne-Franche-Comté, et moi-même, Laurane Godec, CAVB et Vita Bourgogne. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui plusieurs représentants de maisons de vin et du recrutement, en la personne de Camille Depuit et Alexandre Dos Santos de la maison Boisset, ainsi qu'Anne-Claire Reynaud, consultante en recrutement au Mercato de l'Emploi. Et nous allons également recevoir plusieurs étudiants. Et sur cette première phase, 3 étudiants de divers horizons. Christophe Philippot, qui est BPREA Vitiono à Davaillé. Roselyne Robin, BTS Vitiono à Davaillé également. Et Charlotte Mougenot, BTS Technico-Commercial à Beaune-Grandchamp. Merci à vous pour votre participation aujourd'hui. Très bien. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ouais. Okay. On va commencer. Du coup, aujourd'hui, c'est de voir un peu aussi les valeurs. On a noté ça sous la forme de valeurs. C'est un peu de voir quelles sont vos attentes respectives en termes d'emploi, de recrutement, etc. Parce que souvent, on a l'impression que les attentes ne sont plus les mêmes, qu'on est en décalage en ce moment. Et parfois, on se rend compte en discutant que ce n'est pas le cas. Donc, du coup, c'est pour voir un peu tout ça, qu'on se mette un peu d'accord. On va commencer par une question un peu générale, on va dire. Que ce soit du côté employeur ou côté candidat, si je peux dire comme ça. Pour les candidats, quelles sont vos attentes en termes, par rapport à votre futur employeur? Qu'est-ce que vous attendez pour être bien dans votre travail, etc. Et côté employeur, justement, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, d'un candidat quand il vient sur un entretien de recrutement ou quand il vient pour commencer un contrat? On va déjà commencer par ça, puis on affinera par la suite par rapport à vos réponses. Je ne sais pas qui veut commencer ou je fais... Qui veut se lancer? Je fais pique-nique douille. Alors je dirais qu'en termes de valeurs que moi j'attends quand je rencontre mon futur employeur, ça serait vraiment de partager les mêmes sens communs. Donc quand je rentre dans une entreprise par exemple, avoir vraiment pas forcément des centres d'intérêt en commun, mais partager des choses ensemble. Donc par exemple là où je suis actuellement en alternance, c'est le domaine Jean-Noël Gagnard à Chassagne-Montrachet. Il est en bio, il a un grand respect de l'environnement, etc. Et je partage ces mêmes valeurs que lui. Et c'est vrai que si j'avais été dans une autre entreprise, si j'avais postulé dans une autre entreprise, je ne sais pas si j'aurais été autant séduite que ça. Parce que là, je retrouve vraiment des points communs avec mon employeur. Et c'est vrai que ça me donne du plaisir en fait à me lever le matin, à travailler pour cette entreprise. Des valeurs, une philosophie commune. Exactement. D'accord. En l'occurrence, du coup, c'est l'aspect bio ou c'est plus dans l'approche humaine? Approche humaine et aspect bio, donc tout ce qui touche à l'environnement. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on peut, nous, chiffrer, retrouver sur les statistiques qu'on tient à propos des offres d'emploi qui sont publiées par Vita Bourgogne. On constate que les offres d'emploi qui portent de façon très précise une caractéristique qui peut être bio, biodynamie, ou qui peut aussi s'exprimer au travers d'une rédaction d'offres très soignée qui met bien en valeur la philosophie de l'entreprise ou ses aspects de convivialité, amène plus de candidatures que des offres qui sont plus simples et moins expressives de tout ça. Est-ce que vous partagez, Camille, ce point de vue-là? Comment valorisez-vous l'entreprise, la maison pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, pour laquelle vous recrutez dans vos offres d'emploi? Est-ce que ça tient une place prépondérante dans la façon dont vous rédigez vos offres? Alors, en fait, dans la façon dont on rédige nos offres, pas tant que ça, malheureusement.
On se concentre majoritairement quand même sur les missions, le profil attendu, etc. Parce que nous, on a un vrai enjeu aussi d'intégration dans une équipe par la suite. Donc on axe quand même la communication là-dessus. Et deuxième point qui est un peu difficile aussi pour nous, la Maison Boisset, on est un groupe en fait de négociants en vin et on a une vingtaine de sociétés. Donc quand on parle d'une structure, on essaye toujours de la rattacher au groupe parce que la communication groupe, elle est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus développée que celle de la petite structure. Hein, les fonctions support, elles sont mutualisées. Et donc, effectivement, on a tendance à valoriser la structure d'accueil. Donc, très bonne remarque. Effectivement, c'est un truc qu'on pourrait mettre en place, un petit lien vers des choses qu'on essaye de structurer en interne au niveau du groupe. On a une démarche RSE aussi qui s'applique sur les différents domaines, mais qui émane de la direction générale. Et pourquoi pas faire un petit lien vers les différentes actions qu'on peut mettre en place. Parce qu'effectivement, dans la présentation groupe, on a peur de souvent trop détailler la structure. On a des structures assez conséquentes, donc on a plein d'actions. Et l'idée, c'est quand même d'aller aussi vers la description du poste en question. Et ensuite, pendant l'entretien, de détailler un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place et voilà, expliquer un petit peu plus en fonction des intérêts aussi de la personne qu'on a en face. Donc, l'exercice de jauger et de savoir où placer le curseur entre éveiller l'intérêt sur la structure et puis sans pour autant mettre un pavé au début pour ensuite présenter le poste qui est quand même l'objet d'une annonce est toujours un peu délicate pour nous. Voilà. C'est vrai que on sent que la rédaction de l'offre d'emploi, vu que c'est vraiment la porte d'entrée du candidat vers l'entreprise, c'est un exercice qui peut être très effrayant parfois aussi pour les recruteurs. Je me tourne aussi vers Anne-Claire qui est en relation avec différentes typologies de recruteurs, notamment peut-être plutôt des vignerons, des plus petites structures que des très grosses maisons qui, elles, disposeraient déjà d'une équipe de ressources humaines comme c'est votre cas. Et du coup, est-ce que cette approche par la philosophie d'entreprise, comment est-ce qu'elle est approchée du côté de l'activité que vous portez ? En fait, moi, quand on m'appelle pour un recrutement, je vais systématiquement dans l'entreprise pour bien comprendre déjà l'environnement de travail, le besoin en recrutement, mais aussi visiter un peu les lieux, pas les parcelles, on peut pas aller dans toutes les parcelles, mais je leur demande un peu déjà comment est leur parcellaire, après aussi le matériel, les bâtiments. Il y a aussi des petites choses toutes simples comme comment sont organisées les pauses, est-ce qu'il y a une salle pour déjeuner. Après aussi sur quels sont leurs modes de production dans les vignes, parce qu'on sait que je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Du coup, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus attachés au fait que ce soit par exemple en bio et d'autres au contraire qui voudront surtout pas bosser dans un domaine en bio. En fait, on a vraiment de tout et l'important c'est qu'il y ait une bonne adéquation entre ce que propose et ce que vit une entreprise au quotidien et les attentes d'un candidat ou d'une candidate. Et c'est vrai que parfois, moi je me rends compte qu'il y a des viticulteurs ou viticultrices qui ne sont pas forcément très à l'aise pour rédiger une offre ou pour parler aussi de ce qu'ils font. Parce qu'en fait, parfois, on est un peu timide ou qu'on est un peu humble et qu'on n'ose pas trop dire ce qu'on fait. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de refléter la réalité au mieux. Et ni de trop enjoliver la situation, ni au contraire. On peut aussi dire qu'on travaille bien et qu'on prend soin des gens et que, on a envie que j'en sois bien, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Merci Anne-Claire. Est-ce que Christophe, Roselyne, vous voulez rajouter des choses par rapport à... Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pour moi, ça évoque d'abord la rédaction aussi de cette offre d'emploi. Souvent, dans nos recherches, on avait parlé justement en classe la semaine dernière, on se rend compte qu'il y a assez peu de descriptifs sur certains postes. Et moi, et d'ailleurs certains de mes collègues, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est du descriptif assez précis sur quelles seront nos missions notamment. Et ça, je pense que notamment sur des petits domaines qui parfois ont du mal à communiquer, c'est des choses qui manquent également justement dans cette rédaction. Voilà. Alors juste, je voulais réagir là-dessus. Nous, on a un vrai souci en ce moment parce qu'on a beaucoup plus de recruteurs que de candidats.
Et en fait, on essaye de se mettre à votre place. La personne qui tombe au bon moment, qui arrive sur Vita Bourgogne et qui tombe sur notre offre en premier, tant mieux pour nous. Elle va peut-être lire effectivement l'intégralité de notre offre. Par contre, si, parce elle s'est connectée 20 minutes plus tard et qu'on a 20 offres qui sont passées avant, avec des descriptifs énormes, on a moins de chances on se dit, en tout cas, moi c'est ce que je me dis, j'ai moins de chances que la personne aille jusqu'au bout de l'offre et voit où on veut en venir. On parle beaucoup de valeurs, etc., de qualité de vie. C'est très très important effectivement pour nous, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va plus facilement aborder à l'oral, puisqu'on va cerner un petit peu plus avec des questions toutes simples, ce que vous attendez, quelles sont vos attentes, pour orienter notre discours aussi vers ce qui vous intéresse. C'est un peu c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On a toujours cette difficulté à doser un petit peu les informations qu'on donne. Du coup, nous au sein de la maison Boisset, quand même, on a tendance à privilégier le coup de téléphone derrière. Quand on a un candidat qui postule, on le rappelle assez facilement. Là, c'est mon collègue qui en parlera mieux que moi. Je passe le micro juste après, parce qu'il est très impatient. Mais du coup, on passe systématiquement un coup de téléphone derrière pour approfondir un petit peu l'annonce, la compréhension du poste, et puis donner 2-3 informations en plus, par exemple pour le RSE, si c'est quelque chose qui intéresse, qu'on ne peut pas forcément mettre dans l'annonce. Je rejoins tout ce qui s'est dit là jusqu'à présent, et je vous invite, au-delà de l'annonce, d'aller faire des entretiens. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un vrai échange entre l'employeur et le postulant. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment échanger. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, allez à cet entretien avec une idée précise de ce que vous voulez faire. N'essayez pas de plaire au recruteur, parce que c'est le meilleur moyen pour que 2 mois après, vous vous disiez « mais qu'est-ce que je fais là ?» Vous allez perdre votre temps, l'employeur va perdre son temps. Alors que si vous allez avec votre idée précise de votre poste rêvé, j'ai envie de vous dire presque, ne dérogez pas à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, et ayez le courage de dire moi voilà, je voudrais travailler dans une structure comme ça, qui voit le travail de cette façon, avec cette marque de tracteur. Je pousse le truc très loin exprès mais n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie de faire, parce que de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, et un recrutement est réussi quand les 2 bonnes personnes se rencontrent. Si vous voulez vous vendre pour de mauvaises raisons, juste pour dire j'ai plus, on me propose un job, ça va pas marcher longtemps. Ça, c'est une certitude. Donc, ayez le courage d'affirmer vos goûts, vos envies, ce que vous avez vraiment envie de faire quand vous êtes au travail, la façon dont vous voyez le travail. Et si vous la partagez avec le recruteur, c'est bingo pour tous les 2. Vous allez vous plaire au travail, le recruteur va être content de vous avoir dans son équipe. Et ça, c'est très très important pour une pérennité de votre emploi. Alors merci pour tout ça, parce que je pense qu'effectivement on est tous d'accord ici pour dire que le binôme finalement employeur-employé, c'est avant tout une rencontre, et une rencontre qui se fait entre 2 personnes qui se révèlent comme elles sont et pas comme l'autre attend. Ça a forcément beaucoup plus de chances de matcher sur le long terme que si jamais on joue quelque chose à la base. Seulement, il y a une question que je me pose, parce que là, j'entends que vous dites aller à l'entretien. Seulement, je crois que le candidat, il a envie d'aller à l'entretien. Quand il postule, il a envie d'aller à l'entretien. Mais avant d'avoir un entretien, il s'agit que l'employeur le recontacte. Et à cet effet-là, je me pose des questions quant à l'adéquation ou la non-adéquation qu'il peut y avoir sur le papier entre un CV et un autre, quelqu'un qui est formé exactement comme on l'attendait dans son offre d'emploi, quelqu'un qui n'est pas formé ou pas formé exactement à ce qu'on attendait. Du coup, est-ce que ces candidats-là, ils ont une chance ? Est-ce qu'il y a des freins de ce côté-là ? Quels sont-ils ? Et quelles possibilités vous avez pour faire cette rencontre quand même ? Parce qu'il y a peut-être des profils intéressants quand même derrière des gens.
pas le CV, quoi. Ouais. Alors justement là-dessus, de la même manière que nous, on a des difficultés à rédiger une offre d'emploi, on a conscience que derrière un profil qui peut ne pas forcément être hyper adapté parce que X raisons, des difficultés pour rédiger son CV, etc., on peut avoir des profils qui sont très intéressants. De plus en plus, on a des candidats qui nous contactent en direct pour voir s'ils ont bien compris l'annonce. Et on est toujours content d'avoir ce genre de profil parce que ça dénote un intérêt certain déjà pour la structure, pour l'offre, etc. Une motivation aussi pour adapter son CV à ce qu'on demande. Et on a conscience de ne pas forcément être hyper lisible, comme on a conscience qu'un CV peut cacher beaucoup, beaucoup plus de choses que juste une ligne et un niveau de diplôme. Donc l'échange est vraiment très important. C'est ça aussi qu'on essaye de développer en amont d'un entretien, puisque du coup, cet échange-là, elle va peut-être vous aider aussi, vous, à vous démarquer de tous les autres, dans le sens où, en règle générale, moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui dis, écoutez, recontactez-moi sur telle adresse plutôt que l'adresse mail générique. Vous rappelez bien qu'on s'est eu par téléphone à tel moment, et ça me permet de me rappeler de la personne et d'ajouter un petit compliment quand je transfère le CV en disant voilà, cette personne-là a appelé à telle date pour poser telle question, on a pu échanger, j'ai pu déceler tel point qui me semble intéressant aussi dans sa candidature. On regarde un peu plus en détail. Je disais tout à l'heure, n'hésitez pas d'aller à la rencontre des employeurs, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer aussi. On essaye de recevoir le maximum de postulants. On est dans une période pénurique au niveau des candidatures, donc il faut accorder le maximum d'attention à chaque candidat. On peut toujours avoir une surprise, une révélation pendant un entretien sur un CV qui paraissait à la base banal, mais qui colle très bien à la réalité du terrain, finalement, en se rencontrant. Donc, on peut donner le conseil aux postulants d'aller aux entretiens, mais il faut que nous aussi, on accepte de notre côté. Il y a des entretiens qui serviront à rien, ni pour la personne qui postule, ni pour nous, mais on ne sera pas passé à côté d'une opportunité qui peut être une belle rencontre professionnelle. Je me demandais si... Alors par rapport à la première question, alors j'ai une philosophie qui est peut-être un petit peu différente de tout le monde, parce que je crois que je suis un peu plus âgé que tout le monde. Alors j'en tire pas de fierté, mais c'est une réalité. L'aspect environnemental, comme disait Charlotte, ça me paraît important aujourd'hui, hyper important. L'aspect humain aussi, je pense que les gens ont besoin de développement dans l'entreprise, enfin le développement de l'entreprise et l'aspect humain dans l'entreprise. Et puis après, tout ce qui peut aller autour, mais ça passe effectivement par un entretien entre deux personnes et voilà. Moi, je voulais rebondir parce qu'on est du côté un peu employeur. Justement, vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et vous, candidats, qu'est-ce qui fait justement que vous allez choisir? Vous voyez, il y a plein d'offres sur les postes que vous voulez. Vous avez bien défini votre projet, on va partir là-dessus. Il y a plein d'offres. Qu'est-ce qui fait que vous allez cliquer, que vous allez aller voir plus loin cette offre? Au-delà, voilà, est-ce que par le titre, vous allez cliquer à tous les titres de postes qui vous correspondent? Qu'est-ce qui fait que vous allez cliquer? Justement, s'il y a 20 offres sur une journée, comment on choisit? Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux commencer. Alors, je vais parler d'un point de vue très personnel. Donc, moi, je suis vraiment ouverte à toute proposition. J'ai mes valeurs, etc. Mais je reste quand même ouverte parce que je considère que nous, on nous donne notre chance. Donc, on se doit de donner une chance aussi aux employeurs et d'aller jusqu'à l'entretien parce que c'est là, en fait, où on fait vraiment connaissance avec notre futur employeur. Et c'est là où on voit justement si on peut être amené à collaborer, à avoir vraiment un match en fait entre ce que nous on peut apporter à l'entreprise et ce que notre employeur peut nous apporter. Donc je pars du principe qu'on peut postuler à toute demande. Après, ce qui est le plus difficile, en tout cas pour moi dans mon cas, c'est faire la démarche en fait de postuler. Des fois, ça reste quand même assez intimidant. Et en fonction du parcours qu'on a eu avant, par exemple, moi je suis en reconversion professionnelle, donc là je commence à peine dans le monde du vin, je suis en train de tout apprendre. J'ai eu la chance de trouver un employeur qui m'a donné ma chance sur 80,
Et c'est vrai que quand on se lance dans l'aventure, en fait, on s'y lance, mais on n'y croit pas parce qu'on se dit, ben, j'ai pas le profil requis, personne voudra me donner ma chance. Et ça a été vraiment compliqué. Quand on regarde les annonces, quand on postule, on n'a pas de réponse, ou alors on nous dit, ben non, désolé, votre profil ne nous intéresse pas. On fait quand même la démarche parce qu'on essaie d'être motivé, mais on y croit sans y croire, en fait. Et c'est vrai que des fois, ça reste vraiment intimidant et même démoralisant, excusez-moi, démoralisant, parce que du coup, on essaie de rentrer dans un monde où on se dit c'est accessible sans l'être, on voit notre passion qui s'éloigne un petit peu et on trouve ça dommage, quoi. Si j'entends bien, donc il y aurait besoin de dire que les employeurs vous rassurent sur votre profil, sur votre candidature, et il y a un retour aussi derrière. Et par exemple, si je vais plus loin, mais pas juste un retour, ça sera pas vous. Peut-être un retour plus complémentaire en disant c'est pas vous parce que pour telle ou telle raison, Voilà. c'est pas que votre profil il va pas correspondre au secteur, mais c'est que pour notre entreprise, il correspondra pas. Peut-être qu'il y a un retour pour pouvoir mieux rebondir pour vous derrière, si j'entends bien. C'est ça, avoir un aspect quand même plus rassurant, on va dire. D'accord. Est-ce que, je sais pas si côté employeur ou Roselyne? Oui, de mon côté, lorsque je fais des recherches, justement, j'essaye d'avoir le plus d'informations sur le poste qui va m'être demandé, quels sont justement les activités, les objectifs qui sont attendus. Et puis surtout, qu'est-ce qui est proposé en dehors? Par exemple, est-ce que il y a un objectif d'avoir quelques jours de formation auparavant et surtout, ce qui peut être assez intimidant, c'est quand on demande énormément d'expérience. Il y a beaucoup de postes pour lesquels on demande 2 ans d'expérience, on demande... et ça, c'est vrai qu'on nous dit, certaines personnes nous disent de quand même postuler parce que des fois, ça peut quand même convenir, mais c'est des offres qui sont d'autant plus intimidantes pour le candidat. Et parfois, oui, on se retrouve un petit peu perdu justement par rapport à ça, savoir quoi faire. D'ailleurs, justement, qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à ça, savoir si vous mettez si vous mettez une expérience requise, des candidats qui vont quand même postuler alors qu'ils n'ont pas l'expérience requise, qu'est-ce que vous pensez de ce type de profil-là ? Alors, au niveau de la rédaction d'une offre, en fait, on met bien souvent un nombre d'années d'expérience requises. En règle générale, elles sont inscrites d'avance. C'est de 2 à 5, etc. Donc nous, on se positionne un petit peu pour dire on veut un junior, mais pas trop. Enfin voilà, on ne sait pas trop. On donne un chiffre comme ça, mais on n'est pas attaché à 3 ans d'expérience, par exemple. Voilà. En fait, ces années d'expérience-là, elles sont surtout là pour indiquer aussi un besoin de la part de l'employeur de se rassurer, parce que vous êtes intimidé lors d'un entretien, mais il faut bien se dire qu'un recrutement, ça coûte. Ça coûte en temps, ça coûte en énergie, ça coûte au bout de je ne sais pas combien d'intégrations ratées, les collègues disent j'ai du boulot à un moment. Donc voilà, c'est toujours un enjeu aussi du point de vue recruteur. Et le nombre d'années d'expérience, bien souvent, il est là pour nous rassurer quelque part. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a, en disant 2 ans d'expérience, on va avoir quelqu'un qui va avoir déjà développé des savoir-être qui vont nous être très, très, très importants dans la constitution d'une équipe. Un recrutement, c'est pas j'intègre des compétences, c'est j'intègre des compétences au sein d'une équipe existante. Si pour une question de savoir-être, alors que le CV est parfait, ça me flanque tout par terre, et que finalement, au lieu d'un poste à pourvoir, j'en ai 2 parce que son collègue, il n'en peut plus, il a claqué la porte, ça fait mal. Voilà. Donc c'est un enjeu aussi pour nous, et les 2 années d'expérience, c'est surtout... Je parle dans la plupart des cas, c'est pas uniquement pour la Viti ou la cave. Quand on met 2 années d'expérience, c'est aussi pour valider un certain savoir-être en entreprise. Voilà. Donc on s'arrête pas forcément qu'à ça.
Maintenant, il y a d'autres structures aussi, d'autres enjeux. Par exemple, nous, on est en train de recruter là en ce moment pour un domaine qui est en train de se former. Je vous l'expliquais hier. Du coup, on ne peut pas raisonnablement mettre un junior sur ce type de profil puisque on n'aura pas d'accompagnement derrière. C'est ça aussi que ça veut dire. On regarde comment on va pouvoir l'intégrer dans une équipe ou alors l'intégrer dans une structure quand il n'y a pas d'équipe. Voilà. Donc c'est un élément aussi pour nous. Par rapport à la reconversion, je voulais revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant chez nous. Les cas de reconversion sont effectivement, je peux le comprendre du point de vue candidat, très impressionnants. C'est-à-dire que nous, on décrit un poste avec, si possible, un BTS Vitiono, si possible pour les technico-commerciaux, enfin, des indications qui sont assez précises parce que souvent, c'est des cases imposées en fait sur les job boards, sur les dépôts, enfin quand on dépose des annonces. Donc on est obligé de mettre quelque chose. Néanmoins, il y a les offres d'emploi qui sont à pourvoir pour tout de suite maintenant. Et puis il y a des projets en entreprise où on commence de plus en plus à regarder les départs en retraite. Et les départs en retraite, on les anticipe à 2, 3, 5 ans. Et là, une reconversion pour nous, c'est tout à fait possible. Mais on n'a pas de besoin à l'heure actuelle. Le besoin, il ne fait pas l'objet d'une annonce. Donc quand on est en reconversion, pour moi, il y a vraiment cet aspect réseau à aller activer. Par rapport à Vita Bourgogne notamment, on a intégré quelqu'un qui a fait l'objet d'une communication qui était comptable, qu'on a intégré en tant que caviste. Donc lui, il a participé aux vinifications avec nous en CDD, en contrat saisonnier classique, 2 semaines, parce qu'il connaissait quelqu'un dans la boîte, puis nous on avait besoin de monde, donc voilà, c'est un poste sous-qualifié. Il est rentré en vinification, il a fait 2 mois, je crois, avec nous. Et puis, au cours de son contrat saisonnier, qui n'était pas du tout ce qu'il voulait faire au final, il a commencé à parler de son projet de BTS Vitiono, de machin, à des managers en interne. Et ce sont ces managers en interne-là qui nous ont dit « Ok, là, dans 3 ans, j'ai un caviste qui part en retraite. Lui, il a un projet. » On peut le monter avec lui en contrat de pro, ensuite le faire passer sur une formation en interne qui va développer un petit peu plus ce point-là qui ne sera pas abordé en BTS Vitiono et que nous, il nous faut. Et on va construire son parcours de formation sur 1, 2, 3 ans parfois pour ensuite l'intégrer en CDI. Donc pour la reconversion professionnelle, ce sont toujours des profils qui sont super intéressants pour nous parce que vous avez sûrement entendu l'expression du fait qu'on recherche souvent le mouton à 5 pattes. Donc les reconversions professionnelles, typiquement on est là-dedans, mais c'est vrai que ça s'envisage, un mouton à 5 pattes, ça s'envisage sur un parcours un peu plus long. Donc vous n'allez pas forcément retrouver votre compte, là je vous retrouve, sur les annonces. Autre conseil qui peut être pertinent, c'est de téléphoner avant l'entrée en formation à des employeurs pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce métier-là ? Est-ce qu'on peut en parler ? Alors ça peut être les employeurs ou alors les agences un petit peu connexes comme ça, comme la Pessita, comme Vita Bourgogne, pour dire, voilà, moi j'ai tel projet, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde connaît quelqu'un qui pourra donner une réponse. Et donc là, on pourra avancer, vous développez votre réseau, vous développez votre réseau de réponses, et puis à un moment, vous allez trouver quelqu'un qui va répondre à votre besoin, et puis à votre question. Je pense qu'on a déjà abordé quelques sujets qui sont bien intéressants. Peut-être que Anne-Claire avait... Éventuellement rebondir sur le savoir-être. Oui. En fait, moi j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois du terrain, que même sans avoir beaucoup d'expérience en viticulture, en fait le savoir-être c'est quelque chose qu'on développe depuis qu'on est petit et qu'on construit au fur et à mesure. Et du coup, moi j'ai souvent des viticulteurs qui me disent on préfère avoir quelqu'un avec peu d'expérience du travail de la vigne, mais qui aura un bon savoir-être. Alors on peut mettre plein de choses derrière un bon savoir-être, mais en fait c'est plus facile de former quelqu'un à des compétences techniques que de changer quelqu'un en fait. On sait très bien qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Donc moi j'ai envie de vous dire, ce qui est important c'est d'être vous-même, et du coup le savoir-être quand même prime, et après on vous formera quoi. Voilà.
Si je peux rajouter un dernier point, pardon, en tant qu'étudiante, et personnellement, ce que je recherche surtout quand je vais postuler avec un employeur ou quoi que ce soit, c'est avoir une vraie collaboration. Donc pas seulement être apprenti ou salarié, mais vraiment faire un travail de collaboration où on va y avoir un partage, la personne va m'apporter quelque chose, moi je vais lui apporter quelque chose, et je vais aider aussi l'entreprise à faire grandir. Enfin, à faire grandir l'entreprise, pardon. Merci beaucoup Merci sur beaucoup. vraiment cette belle. Je vous propose que ce soit la conclusion de notre première partie pour pouvoir laisser la place à vos collègues étudiants qui ont aussi sans doute des choses à nous partager de leur point de vue. À moins que vous ayez quelque chose Si vous voulez rajouter à quelque rajouter chose. sur cette première phase. Bon, très bien. Et ben alors, si vous voulez bien, on va Merci accueillir. beaucoup. Merci à vous. On va donc accueillir Lou, Cassandre et William qui vont pouvoir prendre place à nos côtés. Juste à côté de Camille. Donc, allez-y, approchez-vous. Ça passe. Lou, Cassandre et William, est-ce que vous avez déjà des choses qui vous ont fait réagir, sur lesquelles vous aimeriez rebondir par rapport à cette première phase qu'on vient de partager ensemble? Merci. Oui, ce que disait Charlotte au départ, qu'en fait, si on partage les mêmes valeurs en fait en entreprise, c'est sûr que après mon personnel, j'ai fait 6 ans ça va faire 6 ans que je suis dans le vin. J'étais au lycée viticole, j'ai appris plein de choses, j'ai pu voyager avec eux et ça c'est génial. J'entretiens toujours des bonnes relations avec mes anciens maîtres de stage et je trouve ça hyper important parce que grâce à eux j'ai un avis extérieur. Par exemple, quand je suis partie en Champagne, maintenant, en fait, ça me fait vraiment un réseau et ils me donnent des avis extérieurs. Ils me disent oui, ça faudrait que tu le fasses parce que ça vient dans ta formation, etc. Et là, actuellement, je suis dans une entreprise que je me suis trop survendue. Je voulais trop être, comme vous disiez tout à l'heure, correspondre à ce qu'ils recherchaient. Et en fait, là, à la fin de ma première année, je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire et ça me correspond pas du tout. Donc je rejoins ce que vous disiez. Et puis Charlotte, en fait, elle a tout résumé tout à l'heure. On recherche vraiment un aspect, c'est les valeurs, ça va être le bien-être, ça va être tout ce qui va être le savoir. Et en fait, quand on apprend quelque chose, on apprend notre patron est là, notre maître d'apprentissage est là pour nous apprendre. Et nous, en fait, on va lui apprendre des choses parce qu'ils ne sont pas souvent à la entre guillemets pointe de la technologie ou des choses comme ça et ils aiment bien avoir des retours etc sur ce que nous on va apprendre en entreprise et par exemple actuellement je recherche un nouveau maître d'apprentissage mais en fait j'ai besoin d'un avis extérieur donc tout à l'heure je me suis renseignée vers Vita Bourgogne pour savoir ce qu'ils pensaient de ce que je pouvais faire etc et en fait de se sentir entouré actuellement surtout pour les jeunes en sortie Covid c'est hyper important. Parce que la sortie Covid, il y en a beaucoup qui l'ont mal vécu ou qui ont eu du mal, etc. Après, ça, c'est mon ressenti. Et les postes viticulture, en fait, il y en a beaucoup. Et souvent, ils demandent beaucoup d'expérience. On en revient à l'expérience. Mais après, moi, je me dis, c'est si on veut avoir un boulot ou un travail, on va pouvoir, en fait, dire, j'ai pas d'expérience, mais j'ai envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, elle est là et on la trouvera si on veut faire un travail qui nous plaît. Ce que j'entends, Lucas, dans vos paroles, c'est un grand besoin, un grand besoin, peut-être pas, mais besoin de relationnel, d'échange, comme disait Charlotte tout à l'heure, avec votre employeur, que ce soit maître d'apprentissage ou futur employeur pour un CDI. Voilà, c'est vraiment un besoin d'échange. Charlotte le disait tout à l'heure, c'était important, mais du coup, pour pouvoir être conseillé, pour pouvoir grandir, et inversement aussi, du coup, pour conseiller aussi l'entreprise dans sa stratégie, dans comment sont cultivées les vignes, etc. Il y a un besoin de participer, en fait, et d'échange à la vie de l'entreprise. Tout à fait, je suis d'accord, c'est ça. Alors, dans mon point de vue, pour rebondir sur certains points, je pense que le management d'aujourd'hui, c'est dans un côté beaucoup plus social, d'un côté pour le salarié, d'un côté beaucoup plus pour l'employeur. Déjà, pour rebondir sur
participation de ce que je peux apporter et de ce qu'on peut m'apporter. Donc c'est pour rebondir vraiment à des points qu'on a déjà évoqués. Mais c'est surtout pour, en tant que personne en reconversion professionnelle, tout comme Charlotte, j'ai des ressources en fait que dans l'entreprise à l'heure actuelle où je suis, je peux apporter par expérience à mon âge, et qui dans l'entreprise où je suis, que l'entreprise peut m'apporter également dans ce que je fais. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on n'est même plus dans un terme de recrutement, on est dans un terme de négociation pour moi. Et en fait, on peut vraiment trouver un terrain d'entente en fait entre les points forts et les points faibles qu'on peut évoquer lors d'un recrutement, de qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter. Et je trouve que c'est très intéressant en fait de débattre sur un sujet aussi large que celui-ci, parce que vraiment on peut évoquer multiples points et on peut vraiment faire grandir beaucoup d'entreprises avec un sujet aussi large que celui-ci, pour moi. Alors du coup, ça m'évoque, vous me direz si c'est ce que vous vouliez exprimer, c'est l'idée qu'on n'ait pas forcément une fiche de poste arrêtée, mais qu'elle puisse être évolutive avec vos forces, ce que vous pourriez apporter qui n'était pas nécessairement écrit dans l'offre d'emploi, mais qui au final se trouve correspondre aussi à un besoin de l'entreprise. Donc finalement, aller dans une collaboration plus fine que simplement travailler en silo sur, voilà, j'ai besoin, admettons, d'un salarié viticole qui fasse ceci, cela, cela. Ouais, sauf que si mon salarié viticole, il a une bonne idée, mais que ça ne rentre pas dans mon champ de vision, plutôt que de lui fermer la porte, je vais lui proposer d'aller explorer cette piste-là pour un développement qui vous serait important et utile pour votre bien-être dans l'entreprise, pour votre développement dans l'entreprise. Alors effectivement, oui, je pense que c'est envisageable. Après, je pars vraiment dans un esprit où on part d'un point de recul beaucoup plus extériorisé, où en fait on part aussi du principe qu'on comprend l'employeur et l'employé. Tout ça pour mettre en avant quels points communs on peut développer ensemble, et de mettre en avant aussi quels atouts on peut développer, qu'est-ce qu'on peut vraiment élaborer ensemble comme stratégie, par exemple, pour repartir au point de l'expérience, de se dire, bon ok, il n'a peut-être pas 2 ans d'expérience dans ce domaine-là, mais il a quand même des ressources que moi je recherche, et pourquoi pas faire une annexe et développer cette partie aussi qui est vraiment sur le social et qui peut amener à beaucoup de choses très intéressantes. On parle de reconversion, on a un exemple en ce moment même au sein du groupe. On a un jeune, pas trop jeune quand même, s'il m'entend comme ça, il saura ce que j'en pense réellement, qui était dans l'informatique au sens large du terme, et qui a voulu revenir en Bourgogne et se rapprocher de la terre, qui a fait un BTS Vigne et Vin en alternance chez nous. Et vu qu'il était pas intéressant et pas bon, on lui a proposé l'année d'après une année supplémentaire en contrat pro en interne chez nous, qu'on lui a concocté aux petits oignons, avec, en partenariat essentiellement avec la Chambre de l'agriculture, qui propose énormément de formations. Donc pendant un an, on l'a gardé, donc il n'avait pas d'école, il était en contrat pro chez nous, et ses formations et ses stages étaient en lien avec la Chambre de l'agriculture. Et vu qu'il est vraiment très très pas bon et qu'on l'aime pas du tout, on lui propose un CDI aujourd'hui comme chef de culture, malgré son manque d'expérience terrain, on va dire, mais parce qu'il présente des qualités humaines, organisationnelles, intellectuelles. Enfin, c'est vraiment une bonne personne. J'espère qu'il n'entendra pas quand même. Ça va être mis en ligne dès ce soir. Ne lui donnez pas le lien. Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique dans son travail et avec qui on a plaisir à travailler. Et de par sa personnalité, au-delà de son expérience, il a fait ses preuves et on est les premiers ravis de le compter dans nos effectifs. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ayez clairement votre idée de poste que vous voulez, que vous imaginez, que vous rêvez, et allez-y, n'essayez pas de plaire, parce que on a malheureusement l'exemple de quelqu'un qui a essayé de plaire au poste
plutôt que de s'affirmer et de trouver ce qu'elle cherchait vraiment. Et aujourd'hui, au bout d'un an, elle se dit je ne suis pas au bon endroit, quoi. Donc il y aura un poste pour vous, j'en doute absolument pas. Mais la prochaine fois, il faut assumer ce qu'on a envie de faire, la façon dont on voit le métier, dont on l'imagine, dont on le rêve. Et il y aura forcément une place qui va se rapprocher de ce que vous voulez vraiment et où vous allez vous épanouir et vous sentir bien au travail. Merci. J'avais envie de mettre un peu les pieds dans le plat parce que je trouve que depuis le début de cette discussion, on aborde beaucoup de sujets qui sont hyper intéressants, qui tiennent vraiment, qui mettent l'humain au centre du dispositif. L'échange, la réalisation de soi, l'identification de compétences transverses. Enfin, on est vraiment dans un schéma très complet où en plus on a l'impression que du côté salarié et du côté employeur, on est d'accord. Donc c'est génial. Et alors, c'est un très beau monde, mais alors, je voulais aussi quand même le souligner et puis peut-être après avoir votre avis, parce que souvent, que ce soit du point de vue de l'employé ou de l'employeur, il y a un point qui paraît central et qui cristallise beaucoup de freins, qui est celui de la rémunération. Voilà, les employés sont souvent considérés pour demander beaucoup trop et les employeurs pour proposer jamais assez. Et là, je vois que assez naturellement, il n'y en a aucun d'entre vous qui n'a abordé ce sujet-là. Est-ce que c'est de la pudeur ou est-ce que c'est véritablement parce que ça vous semble un point qui est moins majeur que ce que ça semble être dans l'imaginaire collectif? Alors, pour ma part, en tant que reconversion professionnelle, j'ai déjà eu beaucoup accès à différents salaires en tant qu'apprenti, CDI à alternant actuellement. Et en fait, je pense que d'un point de vue très moderne et à l'heure actuelle, il faut se rendre compte qu'on ne doit pas parler que de sa personne, mais aussi du point de vue général, encore une fois de plus. C'est-à-dire que, surtout en France, on sait que entre ce qu'on reçoit en salaire et ce que l'employeur va verser, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment une différence qui est monstruelle de x2, en fait, rien que sur le salaire. Et il faut savoir faire la part des choses entre ce que nous, on a besoin et ce que l'employeur peut se permettre aussi. Et je pense que c'est une prise de connaissance aussi sur le respect du travail qu'on fournit et à la fois aussi une compréhension envers l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'à sa personne. On doit aussi forcément penser à soi pour notre vie et de ce qu'on veut élaborer aussi comme projet et de toute la rémunération du travail qu'on fournit. Mais il faut aussi penser aux personnes qui sont autour, telles que l'employeur, qui eux, parfois voudraient, mais ne peuvent pas se permettre, ou non, c'est aussi possible. Mais il y a des employeurs que je pense qui, à l'heure actuelle, aimeraient bien aussi pouvoir verser plus, mais qui ne peuvent pas se permettre. Donc voilà, c'est un point de vue qui est très très global. Mais voilà, entre la différence de ce qu'un employeur va verser et ce qu'un employeur ce que nous on va recevoir, la différence est immense et certaines personnes ne se rendent pas compte encore, je pense, à l'heure actuelle de la différence. Anne-Claire, je vois que vous hochez la tête. Est-ce que vous voulez réagir? En fait, je crois que c'est la première fois, je pense, que j'entends un candidat exprimer ça de manière aussi claire. Alors après, on sent que vous avez de l'expérience et que vous avez sûrement été dans différents environnements aussi. Et du coup, je trouve ça, peut-être on peut dire, c'est sage. En tout cas, ça explique bien les choses et ça montre aussi en fait que finalement, souvent, on a tous un peu des attentes différentes et qu'en général, on essaye de faire quand même du mieux possible avec ce qu'on peut et avec les moyens qu'on a là où on est. Et qu'en l'occurrence, oui, il y a des employeurs qui parfois aimeraient pouvoir mieux rémunérer. Et moi, en tout cas sur la rémunération, c'est un sujet qui est quand même assez sensible. Moi, ce que j'encourage souvent, c'est de dire faut démarrer à un certain seuil et après, il faut envisager une progression et il faut l'envisager dès le départ. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser quelqu'un plusieurs années au même salaire parce que forcément, il vous apporte des choses, forcément, il progresse. Et il faut que ce soit écrit, que ce soit clair. Et que normalement, tout bon employeur en soi, si son entreprise se développe, il devrait pouvoir faire évoluer ses salariés, notamment par le salaire. Et malheureusement, parfois, c'est pas ce qui se passe parce que les gens sont pas forcément habitués à faire ça et que parfois, on peut avoir un esprit aussi un peu économe. Et donc, moi, j'encourage à l'écrire, sans que ce soit... en tout cas, qu'il y ait des échéances régulières pour que du coup, ça s'inscrive dans le temps et c'est aussi une manière de fidéliser, et concrète.
Juste pour compléter aussi sur la rémunération, effectivement, c'est assez... Enfin, on sent bien qu'il y a du recul sur la question. Mais il y a un truc qui est à garder en tête aussi pour les personnes qui arrivent dans une société. C'est que on se doit, en tant qu'employeur, d'être juste. C'est-à-dire que si on fait entrer quelqu'un à un salaire de 3 000 euros, alors qu'il a son collègue qui fait le même travail juste à côté, et parce qu'il est rentré un peu plus tôt dans la société, quand le niveau de vie était moins haut aussi, il y a toute une conjoncture qui fait que nous, en tant qu'employeur, on va avoir du mal à défendre le beefsteak en fait. Donc il faut qu'on soit juste aussi vis-à-vis d'une équipe. Donc quand on se dit, ok, là, sur ce CV-là, les 3 000 euros sont peut-être justifiés parce que le coût de la vie, etc., blablabla, tout ce qu'on veut, derrière, il y a toute une gymnastique en se disant, ok, lui, je le fais rentrer à 3 000. Mais alors, son collègue juste à côté, avec 5 ans d'expérience de plus, je l'augmente. Et quand on a une équipe comme ça, qui est beaucoup plus fournie, ça fait monter la note aussi. Donc ce qu'on essaye de développer et ce qu'il faut regarder et ce qu'on essaye de développer aussi beaucoup dans les offres pour le coup, c'est tous ces avantages à côté, les primes, la qualité de vie, le CSE, est-ce qu'on a des avantages sur les trajets, sur le panier, enfin voilà, on essaye de vraiment développer un petit peu tout ça et il y a le salaire de base, d'accord, ce que disait Anne-Claire, c'est très juste, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse penser, nous employeurs, à un plan d'évolution, que vous puissiez nous poser la question aussi librement, mais il y a le salaire et autre chose. Il faut regarder tout ce qu'il y a, tous les avantages autres que le salaire de base, quoi. Voilà. Je suis totalement d'accord et je pense qu'il faut aussi rebondir sur un point à l'heure actuelle avec le milieu social et très moderne de ce qu'on a. C'est aussi le confort de vie. Et je pense que c'est un critère qui heureusement, je pense à l'heure actuelle, est très important. C'est-à-dire que je pense qu'on a des personnes qui sont capables d'avoir moins de salaire pour avoir un confort de vie qui sont bien plus appréciables. Pour mon cas qui sort de restauration, c'est pour ça que j'en parle. Mais tout ce contexte en fait, du salaire parle pas que sur la rémunération, mais parle aussi du tout le contexte qu'il y a autour. C'est-à-dire on parle du confort de vie, des tâches de travail à effectuer, des primes, on parle de plein de choses en globalité. Et je pense que vraiment c'est un sujet que des fois qu'on oublie un petit peu trop. On est vraiment que sur la rémunération et pas de l'aspect qu'il y a tout autour. Et rien qu'avec la qualité de travail qu'on peut fournir, le contexte, le matériel qu'on a à disposition, la qualité et l'emprise de vie que ça a sur nous, ça peut rester très important aussi pour la rémunération en général. Donc être bien dans une entreprise peut valoir plus cher qu'une augmentation de salaire qui serait proposée par une entreprise concurrente ? Alors, en soi, je pense que c'est sûr par période de vie. Quand on est jeune, je pense surtout qu'on va penser à la rémunération en premier. Et je pense que quand on va atteindre un certain stade de vie avec un cadre de vie familial principalement, où on a envie de se développer au sein interne de la famille, on a envie de développer des projets personnels, je pense qu'il est plus important quand même d'avoir un confort de vie qui est assez stable tout en étant respecté, mais qui est convenable, plutôt qu'un salaire très élevé pour un mode de vie qui est totalement négligé, tout simplement. Nous, en ce moment, ce qu'on pratique énormément, c'est parler du salaire au jour J, mais on est déjà aussi dans le salaire N+1. Lors des entretiens, la personne qui sort de l'entretien sait ce qu'on va lui proposer au jour J, mais c'est aussi déjà ce qu'elle aura dans N+1. On trouve que c'est important, ça permet de se projeter, de pouvoir aussi préparer l'avenir, tout ça. Et on trouve que c'est important que la personne qui est intéressée par le poste puisse aussi voir son évolution, que ce soit professionnelle, mais aussi salariale. Donc, ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est le salaire jour J, donc, et N+1 aussi. On en a déjà parlé, c'est déjà acté. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, par moment, on a l'impression que le salaire du jour J, il est moyen, enfin dans la norme, mais sans plus. Mais on sait déjà qu'à N+1, ce salaire va évoluer, va changer. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose pour la personne qui postule. On parlait de rassurer la personne qui postule. Je pense que ça en fait partie. Maintenant, je voudrais faire une petite comparaison. Si j'ai une voiture d'occasion et que je veux la vendre, j'ai déjà trouvé ma nouvelle voiture.
il va me manquer 30 000 euros pour ma nouvelle voiture. Mais ça ne veut pas dire que mon ancienne voiture, elle vaut 30 000 euros. Les choses ont une valeur. Le travail a une valeur. J'aurais besoin de 10 000 euros par mois pour bien vivre, parce que j'aime bien me faire plaisir, sauf que j'ai un travail qui mérite un salaire de 2 000 euros. Alors, ce n'est pas parce que j'ai besoin de 10 000 euros pour vivre que mon patron va me donner 10 000 euros pour vivre. Donc, il y a une vraie valeur aussi au travail, mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Si mon travail vaut 2 000 euros, je n'ai pas accepté 1 400 euros. Donc, il faut, et ça a été très bien dit, il y a une valeur, il y a un coût, et ça se respecte dans un sens comme dans l'autre. Très bien. Est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat sur un autre sujet? Alors, pour mon côté, je travaille beaucoup avec les personnes en recherche d'emploi et un peu avec les entreprises. On parlait beaucoup de management participatif, on va mettre le nom dessus, hein, c'est ce qu'on a entendu, avoir de l'échange, tout ça. Souvent, alors, je voudrais avoir votre avis sur ce management participatif, parce que le retour que j'ai de faire part des personnes, c'est je pars parce qu'on ne m'écoute pas, parce que ce management, on m'a dit au départ qu'il était là, et en fait, c'était pas vrai, je ne veux pas participer. Je ne peux pas participer avec une entreprise. Voilà. Bon, Anne-Claire, vous travaillez avec plusieurs entreprises, plusieurs domaines viticoles. Camille et Alexandre pour la maison Boisset, donc avec plusieurs aussi domaines. Qu'est-ce que vous en pensez de ça quand on a un retour comme ça? Comment aussi comment travailler là-dessus auprès des domaines? Ah, je mets les pieds dans le plat, je l'ai dit. Hein. Alors, je vais parler de mon cas personnel. J'ai 7 chefs de culture avec qui je travaille au quotidien. Nous, on fonctionne comme ça. On échange, ils me font des propositions. Si je les juge techniquement pas bonnes, je leur dis et on en cherche une autre. Mais la proposition vient toujours du chef de culture. C'est un bon moyen de le responsabiliser, de l'intégrer, de le valoriser aussi, parce que je ne sais pas être à Auxerre et à Mâcon en même temps. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc j'ai besoin d'avoir des gens sur lesquels je m'appuie. Et si je veux m'appuyer sur eux, il ne faut pas que ça soit juste pour qu'ils fassent le gendarme auprès des ouvriers. Ils sont là aussi pour apporter quelque chose. Et ça, c'est très très important pour nous. Ça peut être technique, ça peut être humain, mais il faut qu'ils aient un vrai rôle à jouer, quoi. Donc, en plus, de toute façon, ce sont eux les premiers et les plus souvent sur le terrain. Ce sont eux qui observent le plus ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est mes yeux, mes oreilles. Et ils me font des propositions, on échange ensemble. Et ça, moi, j'y gagne parce qu'ils ont la bonne vision du quotidien que moi je ne peux pas avoir parce que je ne peux pas être partout en même temps. Donc là pour le coup ils participent réellement aux échanges, aux élaborations. J'ai pas un chef de culture qui travaille pareil. Ils ne sont pas formatés à mon image. J'ai un œil technique, un avis technique. S'ils me proposent de faire une grosse bêtise, je vais leur dire non, on n'y va pas parce que techniquement c'est aberrant. Mais je n'impose pas ma vision de la viticulture. Je donne un itinéraire technique qui se veut plutôt sur des produits naturels. Enfin, on arrête de désherber. Tout ça, oui, je l'échange avec eux. Mais ensuite, eux me proposent une solution. Il y en a qui vont préférer faire des couverts végétaux, d'autres qui vont préférer travailler avec de l'enherbement naturel. On échange sur tous ces éléments-là et la décision, enfin la proposition vient toujours d'eux. Il y a une vraie participation de leur part. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça et je voulais déjà le rajouter quand on parlait de cette tendance des candidats à peut-être trop se survendre pour plaire à l'employeur. Parfois, en tant qu'employeur, au vu du contexte actuel, et c'est là où je modère un petit peu les propos d'Alexandre parce qu'on n'est jamais parfait, nous non plus, ça va être dur de dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre certaines choses qu'on ne va pas forcément pouvoir lui apporter quand on est dans l'urgence d'un recrutement.
Donc parfois, on va avoir tendance aussi à voir que le positif et puis à vouloir se dire ok, oui, ça c'est une bonne idée, on va le faire, on va le mettre en œuvre. Derrière, on n'est pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc entre ce qu'on veut faire, ce qu'on peut mettre en place, le temps qu'on le mette en place, etc., il se passe un petit peu de temps. Donc effectivement, ça, on n'est pas forcément toujours en mesure de l'expliquer dès l'entretien. Je vais faire un petit peu d'historique RH, c'est juste pour illustrer un petit peu les choses, mais on est passé très rapidement d'un principe de gestion des postes en tant qu'employeur, où on recrutait des bras et des jambes, pour faire des gestes très simples, à une dynamique de gestion des carrières. On considère maintenant les candidats comme des collaborateurs qui vont être en mesure de faire preuve de prise d'initiative. Ça nous intéresse toujours. Par contre, effectivement, le temps d'intégrer la prise d'initiative, de voir comment ça peut être envisageable, etc., de l'articuler aussi avec la vie quotidienne, la vie personnelle, c'est une gymnastique qui n'est pas acquise pour tout le monde. On a une nouvelle génération de managers qui arrivent, qui sont beaucoup plus alertes sur certains points, et puis vous avez des managers qui sont là depuis X années parce qu'ils sont très très bons dans leur domaine, ils ont beaucoup d'expérience et ils nous apportent beaucoup, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste sur l'aspect humain, c'est vrai qu'ils sont moins agiles en fait, et ils entendent moins les messages qui sont en train d'être passés. Donc il y a toute cette complexité d'entreprise derrière, et là je trouve qu'on sort un petit peu du sujet du recrutement pur et dur, puisque ça relève de la vie de l'entreprise, et c'est pour ça qu'on a mis en place des choses, pas à la Maison Boisset, mais que le législateur a mis en place des choses qui s'appellent les entretiens professionnels notamment, où régulièrement ça impose un temps d'échange entre le manager et puis les collaborateurs, pour justement échanger sur où est-ce que tu en es sur ton poste, comment tu vois les choses. Les changements peuvent prendre 1 an, 2 ans à se mettre en place, quand on est dans une petite équipe comme celle d'Alexandre, avec un manager jeune, ça me fait mal, plutôt jeune, plutôt alerte sur ces problématiques, ça peut bouger vite. Par contre, quand vous êtes dans une structure industrielle où vous avez quelqu'un qui est en place et qui est là pour remplir des process et qui le fait très très bien, et effectivement, il va avoir du mal à aller discuter, échanger avec tout le monde comme ça, et à leur permettre aussi d'être force de proposition. Donc, effectivement, nous, en tant qu'entreprise, je pense qu'on a un vrai travail à faire là-dessus. C'est pas forcément parce que ça se voit pas immédiatement qu'on n'intègre pas déjà des changements, c'est juste qu'effectivement ce genre de choses, ça met du temps à se mettre en place. Et effectivement, des fois il y a des rendez-vous qui sont ratés, peut-être ratés dès le début. Il y a un candidat, sur la journée d'hier, je me suis vue dire à un candidat qui avait un très très bon profil, écoutez, on adorerait avoir votre candidature, mais là je sens bien qu'il y a un point c'était sa mobilité qui va bloquer. Je préfère que vous validiez ça de votre côté. Vous revenez quand vous êtes sûr. On sera ravis de prendre votre candidature, mais validez ça quand vous serez sûr. Et le fait de le dire en ce moment en tant qu'employeur, c'est vraiment pas facile pour nous non plus. Voilà. Mais il faut aussi intégrer ça, je pense. Et c'est là où, même si on est tous d'accord pour cette vision long terme, il y a des choses à mettre en place des deux côtés, et puis effectivement des fois il y a des rendez-vous manqués, malheureusement. Du coup, sur le management participatif, pour rebondir sur la question, en fait, je pense que parfois on peut avoir envie de faire comme ça, mais après entre l'envie et il y a le chemin pour y arriver, et du coup c'est pas forcément très facile. Surtout quand moi, ce dont je me rends compte, c'est que il y a beaucoup de gens qui se sont installés, qui aiment prendre soin de leur vigne, produire du très bon vin, mais par contre le côté humain, souvent ça leur fait peur, et en plus de ça, parfois on me dit c'est le truc le plus dur de mon boulot. Du coup on se dit mince, en fait il y a plein de petits outils qu'on peut mettre en place. Et du coup, je pense que souvent, on se sent un peu démuni par rapport à ça. Et moi, ce que je dis souvent aux gens que je rencontre, aux entreprises, c'est
quand vous avez quelqu'un qui vient d'arriver, c'est le meilleur moment pour commencer à mettre en place des rendez-vous plus réguliers avec la personne qui arrive, faire un point sur le démarrage. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Ça peut être en positif, ça peut être en choses à améliorer. C'est pas forcément, c'est dans les deux sens, quoi. Du coup, ça a un côté quand même participatif. Et en fait, redire aussi que c'est pas parce qu'on donne la parole à quelqu'un que derrière on doit mettre en place tout ce qu'on nous a dit. En fait, pour moi, il y a un premier temps qui est donner la parole et écouter. Et ensuite, bien sûr qu'on prend en compte ce qu'on a entendu et qu'en fonction de là où on est et des moyens qu'on a, bien sûr, on peut mettre en place des choses. Mais en fait, on ne doit pas tout de suite, dans la minute, tout mettre en place, quoi. Et parfois, on a un peu peur en se disant, si j'écoute l'autre, du coup, déjà, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Et en plus, je ne saurais pas comment y répondre. Mais en fait, écouter, c'est super important. Et voilà. Et puis après, concrètement, il y a des gens, on a plus ou moins ce talent de manager. Et ça peut s'apprendre, mais il y a aussi quelque chose qu'on a en soi. Voilà. Ça se travaille. Ouais. Voilà. Merci Anne-Claire. Merci Anne-Claire. Est-ce que vous aviez encore en tant que candidat salarié, futur salarié, des apports à ajouter sur cet aspect de management participatif ou plus globalement de développement dans l'entreprise? Parce qu'effectivement, on est passé plutôt par l'entrée entretien, offre d'emploi, entretien. On en est là plutôt sur la vie en entreprise. Comment est-ce qu'on évolue dans l'entreprise au fur et à mesure du temps? Pourquoi est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'on y reste parce qu'on est bien? Est-ce qu'on y reste parce qu'on nous donne des possibilités d'évolution hiérarchique ou en mission ou en polyvalence? Et qu'est-ce qu'il arrive si jamais on arrive au bout du chemin? Quand on arrive au bout du chemin dans une entreprise où on nous dit ça y est, tu es arrivé au poste entre guillemets optimal, le plus haut que tu puisses atteindre, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettra de se dire c'est bon, moi je suis arrivé, je suis bien là où je suis, je continue, ou est-ce que vous allez partir? Qu'est-ce qui vous ferait rester? Déjà, après tout ce qu'on a dit, pour moi, les formations et l'évolution de carrière, c'est personnellement très important. Parce que j'ai été élevée de cette façon-là, c'est qu'on part du bas de l'échelle, entre guillemets, et en fait, on va évoluer en fonction de ce que l'entreprise a besoin et de ce qu'on peut lui apporter toujours. Et pour moi, les formations sont hyper importantes. Après, dans une entreprise, je choisirais, même si je commence en tant que simple ouvrière viticole, et qu'après je peux devenir chef de culture parce que j'ai prouvé à mon employeur que j'ai la possibilité d'avoir le poste, d'être comme ça, ça veut dire qu'en fait on aura tout mérité si c'est notre projet aussi, parce que le projet est très important dans la carrière. Après, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que personnellement, j'ai envie, peut-être à un projet futur, monter ma propre entreprise. Et je préfère commencer dans des entreprises viticoles, qu'elles m'apportent des compétences, me dire, etc., me donner les bons tuyaux pour que je puisse m'améliorer moi. Et peut-être que ça se trouve, mon projet ne se réalisera pas parce que je suis dans une entreprise où les valeurs me correspondent, que je suis bien et que j'ai eu tout ce dont j'ai besoin et que j'ai le poste qui me plaît, etc. Et moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre. C'est vraiment sur le management participatif de la valorisation du salarié, en fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, je ne parle pas pour mon cas, mais je parlerai pour le cas de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Le salaire, ça rentre en compte, tout ce qui est dans l'entreprise, ça peut rentrer en compte, mais la valorisation et unifier la personne en fait qui travaille dans l'entreprise, ça reste très important à l'heure actuelle, tout simplement parce que on se sent vraiment attaché à l'entreprise, on se sent important, et je pense que pour beaucoup de personnes en fait, ça reste une valeur qui est fondamentale. On aime se sentir valorisé, on aime se sentir mettre en avant, et pour montrer en fait qu'on sert à quelque chose, qu'on est là pour faire avancer les choses, et je pense que mettre en fait en avant cette façon de faire avancer les choses à sa manière, ça peut vraiment apporter une satisfaction personnelle, et pour évoluer dans le temps, pour rebondir à la question justement de l'évolution, ça peut être un sujet qui peut être vu sur du long terme. Enfin, moi, ça ne me dérangerait absolument pas de mon cas.
en tout cas de me sentir valorisé et de me dire je fais quelque chose dans l'entreprise, donc je pousse les choses en avant et ça me fait plaisir et j'aime entraîner les personnes qui sont autour de moi et me faire entraîner également par les gens, parce qu'on reste sur un aspect collectif quand même, en équipe en général. Et je trouve ça intéressant en fait de voir le début en fait où on rentre dans une entreprise jusqu'à la fin de qu'est-ce qu'on a pu apporter et qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc voilà, je pense qu'on peut interagir sur tout ça. Après, pour rebondir sur la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire après le poste maximal, pour moi on parlerait forcément de salaire, on pourrait parler... ça reste très difficile à évoquer parce que c'est vrai que forcément, une fois qu'on a atteint le sommet de l'échelle, remonter une échelle qui n'existe pas, ça reste compliqué. Mais voilà, je pense que c'est encore beaucoup d'interrogations, mais pourquoi pas continuer sur cette lignée-là, parce que je pense qu'on a une satisfaction personnelle qui est accomplie, déjà, pour ma part. Mais après, évolution de salaire, mais il y a un moment, ça a ses limites aussi, je pense, et voilà. En tout cas, Pardon, Anne-Claire ? Après, ça peut être, une évolution aussi, c'est transmettre. Souvent on se dit transmettre dans le cadre d'un départ à la retraite, mais ça peut être aussi dans le cadre, former un jeune, Et puis après, moi je me souviens de quelqu'un, d'un viticulteur une fois qui m'avait dit, en fait on peut pas garder les gens indéfiniment chez nous. C'est aussi bon d'aller voir ailleurs parce que c'est comme ça qu'on progresse. Le problème qu'on a, localement, c'est pas le fait que les gens partent de chez nous, c'est qu'en fait on a des gens qui partent, mais on a peu de gens qui arrivent. Donc c'est ça le problème, c'est pas, et qu'en fait d'aller voir aussi ailleurs de temps en temps, on se renouvelle, on progresse et on amène aussi du sang neuf ailleurs et voilà. Donc du coup, effectivement, on revient aussi aux fondamentaux qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui, à savoir, il nous faut plus de bonne volonté pour venir intégrer la filière. Donc nous, c'est le rôle de nos structures aussi, de pouvoir conquérir davantage de candidats. Et on espère en tout cas que tous les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui ensemble vont amener, j'en suis persuadée, aussi de nouvelles pistes de réflexion pour les recruteurs d'aujourd'hui, pour les candidats d'aujourd'hui, et puis pour tout ce qu'on fera demain ensemble. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à avoir un petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Et si jamais ce n'est pas le cas, en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour ces échanges francs et très intéressants. Je vous laisse la parole. Un commentaire ? Moi, je dirais juste, n'hésitez pas à aller à notre rencontre, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous parler du métier, on échangera volontiers avec vous. Et n'hésitez pas à vous accrocher à ce que vous imaginez comme poste idéal pour vous, parce que si vous cherchez à côté ou si vous essayez de plaire à côté, ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Un peu la même chose, c'est-à-dire que ce que je retiens des différentes questions et des différents échanges des deux parties, que ce soit des candidats ou des employeurs, c'est un besoin de communication, d'échange, peut-être un peu plus direct que par l'intermédiaire soit d'une annonce, soit d'un CV qui viennent un petit peu trop réduire le discours et puis les possibilités de questions et d'échanges et de réponses. C'est ce qu'on est en train d'essayer de développer. Alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on veut faire et puis ce qu'on arrive à faire dans un temps imparti, il y a des différences forcément, mais on essaye en tout cas d'ouvrir un maximum les portes maintenant de plus en plus des métiers, de nos structures pour accueillir des personnes en reconversion, juste voir les métiers qu'on peut offrir, les évolutions, etc. Donc si vous aussi, à des moments, vous avez envie de venir découvrir des stages découvertes, etc., on prend de plus en plus conscience de ce besoin-là et de ce que ça peut nous apporter aussi en termes de lisibilité sur nos métiers, sur nos structures. Donc n'hésitez pas aussi à venir toquer, téléphoner, on sera ravis de répondre à vos questions. Alors pour parler plus sur mon cas, le cas de ma génération, c'est plus prendre de recul sur les différents partis en fait entre l'employeur et l'employé, notamment pour comprendre qu'on est tous dans le même bateau et que je pense ce qui reste important, c'est de comprendre les deux parties, entre se mettre en avant et mettre en avant aussi le côté de l'employeur. C'est participer aussi sur ses valeurs, mais aussi partager celles de l'entreprise en général, c'est de se mettre en avant et pour que tout le monde avance dans le même sens. Et ça reste très important de
ne pas faire du cas par cas. Les reconversions professionnelles, pour en reparler, ça reste quelque chose de très intéressant, surtout depuis l'époque du Covid, où on s'aperçoit que les gens qui font des reconversions professionnelles sont des gens qui sont très motivés à changer de métier, donc qui ont forcément beaucoup de ressources à apporter et qui sont des personnes qui sont motivées pour changer et qui sont plus capables de faire l'effort de se plier à certaines règles que les gens qui sont là pour suivre leur métier de base, pour mon cas. Donc voilà, c'est en fait des sujets qui sont très intéressants, qui sont très ouverts d'esprit, et c'est apprendre à écouter l'autre pour se connaître soi-même aussi. Donc voilà, c'est comme ça pour moi, on peut avancer le plus ensemble sur un sujet. Moi, j'avais envie de dire de cultiver son savoir-être. Donc ça rejoint un peu ce que certains disaient, mais pour être vraiment soi-même et puis du coup qu'il y ait une bonne adéquation. Et c'est sûr aujourd'hui que ça c'est quelque chose on a tous un savoir-être qui est différent, et c'est aussi comme ça qu'on se démarque parce qu'on est chacun unique, et c'est aussi comme ça qu'on se démarque vis-à-vis des uns et des autres. Et donc ce savoir-être, ça se cultive de plein de manières, bien sûr par le travail, par les expériences professionnelles. Donc c'est important d'aller tester des univers différents et de se dire oui ou non ça me correspond, et donc maintenant je sais ce que je veux, et donc ça rebondit sur ce qu'Alexandre vous disiez. Mais pour arriver à savoir, à être sûr de ce qu'on veut, on passe forcément par des étapes où on teste des choses qui conviennent ou pas, quoi. Voilà. Et après vraiment, moi je trouve que c'est super important. En tout cas, c'est bien ce que je vois sur le terrain, quoi. C'est le savoir-être, et c'est quelque chose sur lequel on est tous attendus, quoi. Et merci à tous. Merci Anne-Claire. Et merci à tous de votre participation. Les échanges se poursuivront peut-être ensuite. En tout cas, exactement. Merci d'avoir contribué à tous ces échanges, et bonne fin de salon à vous.